Alors René Cusin, nous nous retrouvons une nouvelle fois pour parler toujours de la matrice hexagonale. Oui, toujours et toujours. Sous toutes ses formes. Oui. On a parlé ce matin de l'organon avec les signes du zodiaque, les phonèmes, tout ça. Il y a peut-être des rapprochements plus précis à faire entre les signes du zodiaque et les phonèmes directement, sans forcément passer par l'organon. Est-ce qu'avec des associations de caractères ou d'émotions, de temporalité ou de sonorité tout simplement? D'accord, donc en gros, comment finalement un phonème peut confirmer un tempérament d'un signe? Par exemple. Ou alors comment on peut déchiffrer le signe grâce au phonème? D'accord. Ou au croisement, aux trois types de croisements qu'on avait vus la dernière fois. D'accord. Alors, donc voilà, déjà peut-être juste rappeler, ça me paraît important, que les signes, c'est une chose, qui ont été déterminés suivant une certaine logique, et les phonèmes, c'est une autre chose qui a été déterminée suivant une autre logique. D'accord? Et maintenant, en fait, il s'agit de confronter les deux. Voilà, exactement. Donc on l'a fait par l'organon. Maintenant, on va essayer de le faire, donc, non pas par l'organon, mais simplement directement. D'accord. Donc, prenons le plus simple. Je commence par le point 0. Capricorne, Le toujours. Capricorne. Donc, le Capricorne, il est simple, puisqu'il n'a qu'un seul phonème, hein, le A, qui est là. Donc, j'en ai parlé la dernière fois, tout à l'heure, n'est-ce pas? Ça va être assez rapide pour le Capricorne. A, c'est la voyelle. Bon, la voyelle, déjà, en termes de phonème, c'est ce qu'il y a de plus simple. Puisque une voyelle, ça porte le son, il n'y a pas d'impact particulier. C'est le son à état pur, on va dire, la voyelle. Donc, par exemple, le A, O, OU, ce sont des sons à état pur. Il n'y a pas de formant dedans, comme il peut y avoir avec le P ou le T, où on donne une forme au son. Donc, le Capricorne n'est composé que de voyelles, puisqu'il est composé que de A. Et A, en plus, c'est la voyelle la plus simple. C'est la voyelle la plus facile à prononcer. C'est-à-dire qu'en fait, pour prononcer un A, il suffit de détendre la mâchoire, de tout détendre et laisser le souffle sortir en le sonorisant. Ça fait A, A. D'ailleurs, souvent le A il est proche du H. Ha, ha, ha. Donc on a cette simplicité, je dirais presque austère, qu'on peut trouver dans le tempérament du Capricorne. Capricorne, c'est donc un signe austère, calme, le calme du A, en fait, tout simplement. Bon. Après, quand on passe donc du Capricorne au Verseau, il y a un premier croisement, n'est-ce pas? On a vu la dernière fois. Et là, apparaissent d'autres phonèmes. D'autres phonèmes qui apparaissent dans le Verseau, c'est le I. Donc A, I, aïe. Donc aïe, il y a quelque chose qui se redresse, quelque chose qui s'affirme. Aïe, alors que le A est simple. Aïe, le I il monte vers le haut. D'accord? Le Yod, chez la lettre hébraïque, Yod signifie le germe. Alors, le germe, ça exprime bien quelque chose qui sort de terre. Donc c'est la petite pointe de l'herbe ou d'une plante qui va sortir de terre. Donc si on imagine que le A, c'est la terre nue, la terre simple, qui est réceptive, A. Donc on a avec le Yod, qui est dans le Verseau, le premier jet, la première fontaine, on a Aï. Aï, donc le germe qui sort de terre. Aï. Et qui fait mal, hein, parce que Aï, ça fait mal. Ça fait mal parce que ça pique, comme le I, évidemment. Mais aussi, c'est un réveil. Donc, on a aussi la lettre K. K qui est donc une lettre de concentration, c'est une plosive très concentrée, très courte, qui casse. Qui casse quoi? Qui casse la terre, qui l'ouvre.
si on peut dire, c'est l'ouverture de la terre. Donc avec le germe, avec la pointe du i, il y a l'ouverture de la terre. Donc le a, après, donc s'associe avec le k, ça donne k, et k c'est vraiment la syllabe la plus simple en fait. K, c'est le k est aussi dans le fond de la bouche, comme le a, et le k est très serré et très net, très, très concentré, et le a est simplement ouvert. Donc les deux ensemble, on a vraiment deux extrêmes, K et A. L'un très très yang, on dirait, très serré, et l'autre très très yin, très ouvert, le A. Et K, donc ça donne... on trouve beaucoup ce phonème, enfin cette syllabe dans plein de mots très, très courants. Et comment dire... donc on retrouve dans le verso. Donc c'est bon, le réveil de la terre, quoi. Voilà, K. Et par contre, on a le I d'un côté, et on a aussi une autre lettre qui complète le I. Alors là, je vais vous présenter le I. Vous voyez, le I, il est là. Tac, tac, tac. Vous voyez, ces trois traits-là. Et la lettre qui complète le I, c'est celle-ci. Tac, tac, tac. Et cette lettre-là, c'est le J. Le J qui est ici. Donc là, il a été redressé, là, comme le I. Vous voyez. Donc le J s'assemble avec le I dans le verso, donc ça c'est intéressant parce qu'on a I et J, ce sont deux lettres qui se suivent dans l'alphabet. Et même le K d'ailleurs, ça fait IJK, donc ça c'est assez étonnant. Et le J donc représente c'est une fricative, donc c'est un frottement de l'air, J, mais il est dans le fond de la bouche, il ne sort pas, contrairement au V, qui est le vent. V, c'est vraiment vers l'avant, je, c'est vers l'arrière. Donc on voit que le germe qui sort de terre dans le verso reste quand même interne, il y a une grande vie interne malgré tout. Il n'est pas encore, il reste encore bien dans la terre. Donc c'est l'ancrage aussi par les racines avec la lettre J. On cherche arrête, c'est une vibration profonde. Je. Donc c'est un premier changement, mais qui est timide pour l'instant. On reste dans quelque chose d'interne malgré tout, mais c'est comme le vase, donc l'image du vase. Il y a le bec verseur donc, qui montre une sortie vers l'externe, mais il y a quand même une grande contenance, donc le A, quand même la base du A, avec le je qui maintient quelque chose, qui maintient quand même le contenant. Et le croisement du K qui n'est pas au centre, mais bien... Voilà, donc c'est un croisement, voilà, c'est pas un croisement absolu comme celui qui est dans le poisson, c'est un croisement décalé par rapport au centre de l'hexagone. Donc le K, bon, c'est le cas particulier, hein, c'est ce qu'on avait vu, c'est qu'en fait le K c'est une action mais particulière, qui n'est pas centrale. Voilà. Donc c'est l'initiative, c'est un début. Dans le verso. Le signe de l'initiative donc. Voilà. De la caisse, on sort de la gangue terrestre du Capricorne. Et donc le croisement central exprimé par le poisson. Donc voilà, signe suivant, le poisson, oui. Et donc ce croisement-là, dans le poisson, on serait très étonnant parce que ce croisement-là ne correspond à aucune lettre dans le poisson. On n'a pas de lettre qui marque ce croisement. Puisque le poisson il est exclusivement constitué de la lettre S, donc quelque chose qui serpente, qui sinuoïde, la sinuosité du poisson ou de l'anguille, sachant qu'à l'origine, les poissons c'était des serpents. Enfin, il s'est associé au serpent. C'est intéressant de retrouver la lettre S dans les poissons, déjà. Donc la lettre S, je ne l'ai pas montrée, elle est là, vous voyez. On l'a redressée, mais vous voyez, si on en met une autre dans ce sens-là, hop, on arrive à former le poisson. Tac. D'accord? Donc, la sinuosité du poisson, qui fait qu'il est insaisissable, d'accord? On n'arrive pas à le... D'accord? Et on a aussi la lettre OU. Et si on met un OU dans ce sens-là et un autre, donc on continue là. Voilà, on a deux OU. Donc il y a soit SS, soit OU dans le poisson. Donc on a évidemment le son sous qui veut dire en dessous, sous la surface de l'océan. Donc c'est bien, le poisson il est sous quelque chose, on ne le voit pas, il est sous la surface. Donc voilà. D'ailleurs c'est intéressant parce que sous en
en chinois, ça veut dire les pieds. D'accord? Donc on a encore, les pieds sont associés au poisson. C'est quelque chose qui est en dessous. C'est ce qu'on ne voit pas, mais qui avance par contre. Ça veut dire haut aussi, non? Pardon? Sous. Sous? Dans une... je sais plus dans quel langage. Sous. L'eau. Alors, sous l'eau, oui, alors ça c'est une... alors, je crois que c'est une langue africaine, je crois que c'est chez les Ivoiriens. Oui, il y a une langue africaine dans l'Afrique occidentale où sous ça veut dire l'eau, tout simplement. Pour dire poisson en chinois c'est hu. Mais le son ou il se réfère à l'eau. Hein, donc wou, wou, wou. Quand on vide une bouteille, on entend le son de l'eau que ça fait. Quand on vide une bouteille, ça fait wou, 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 glou, 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 et plouf. À chaque fois qu'on exprime le son de l'eau par le ou. C'est à la fois un son profond, qui est pénétrant, et qui tient en même temps, qui maintient. Voilà ce qu'on retrouve ici dans cette forme donc, qui donne une direction, mais qui maintient quelque chose. Et c'est deux lignes parallèles. D'accord ? Donc entre le S et le OU, on a un petit peu c'est deux lettres qui vont ensemble, n'est-ce pas? Sous. Ou le OUS, dans l'inverse, ça fait de la housse. La housse, c'est quand même quelque chose qui va entourer quelque chose, qui va lui donner une tubulure. Donc dans le poisson, le point central donc n'est pas marqué. Il n'y a pas d'occlusie dans le poisson. Il n'y a pas de consonne occlusive, il n'y en a aucune dans cette ligne-là. Il y a donc le S et le OU. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le poisson est vraiment insaisissable. Parce que l'occlusif, c'est ce qui marque le triangle. Vous voyez? C'est ce qui fait un triangle. D'accord? Donc là, il n'y a pas de triangulation dans le poisson. Ce sont deux losanges. Il est insaisissable. C'est le tempérament du poisson, donc, qui est à la fois sous une surface et insaisissable. Il travaille en profondeur. Donc ça en fait le signe donc encore une fois, de la spiritualité. Toujours dans le même sens, c'est que la spiritualité, c'est quelque chose qu'on ne peut pas palper, qu'on ne peut pas saisir avec ses mains. Voilà. Qui s'oppose donc au verso, parce qu'il faut savoir que kaf, la lettre hébraïque kaf, ça veut dire la main. Donc ka, le point, la main, c'est ce qui permet de saisir, de permettre de réunir tout en un point pour pouvoir tenir. Or, après la fameuse lettre K qui est de la main, on passe au poisson qui lui est insaisissable. C'est assez étonnant de voir la suite de ces deux-là. Voilà. Donc là, on a les trois premiers signes d'hiver. D'hiver, voilà. D'hiver. Okay. Et après, on passe au printemps. Ouais. Donc là, on a la sortie des eaux. Le bélier, on avait expliqué, c'est la sortie des eaux de l'océan. Donc c'est la sortie du OU. D'accord ? Or, dans le bélier, il y a cette lettre-là, d'accord, hein, qui est la lettre OU. Donc, le poisson a gardé une lettre OU. Donc, il n'est pas entièrement sorti de l'eau. Par contre, l'autre lettre qui complète le OU, c'est cette lettre-là, et c'est le P. Or, ce qui est intéressant, c'est que P, ça marque un croisement, n'est-ce pas? C'est une occlusive cette fois-ci. Donc elle se démarque du poisson par ce côté dynamique. Et ce qui est intéressant, c'est que le P, ça exprime la pointe, ça exprime ce qui est peine en breton, ça veut dire la tête, ou le bout de quelque chose, au bout de ses peines, on peut dire aussi. Donc P, c'est un peu explosif, c'est au bout des lèvres. Donc dès qu'on sort de quelque chose, P. Donc, comme la poule qui picore, etc. Donc, on a cette sortie de l'eau par le P, le panneau ou la plume qui sort de la lourdeur de la route ou de l'eau. Donc, le bélier, voilà, par le P sort du OU. Il y a un de ces deux OU qui s'est transformé en P. Voilà. Donc, P, on a aussi parlé des autres phonèmes qui vont avec. Alors, pou, quand on dit pou, c'est que. Quand on s'exprime pou, c'est que voilà, c'était dur. Pou. Je sors de quelque chose, quoi. Hein? Donc là, on a bien l'image du bélier. On sort, mais de façon maladroite, on n'est pas à l'aise. Ce signe étant asymétrique. Donc on rentre dans la même donnée, où après on a fou. Donc on rajoute un F qui renforce le P.
Feu, ça renforce le P. Or, dans le bélier, on a aussi le F. Et donc ici, hein, le F qui est là. Et on voit ici, hein, vous voyez, le F connecté au bélier. Donc, fou. Voilà. Donc, le bélier, on a beaucoup de phonèmes qui sont prononcés avec les lèvres, parce que c'est la sortie. Donc, par les lèvres, vers l'extérieur. P, F, V, U. Voilà. Et on a aussi deux voyelles qui, elles, sont plutôt des lettres, des voyelles qui montent. A et I. A et I, ça montre une direction vers le haut. Donc entre le verso, on avait déjà un I, et ce I se redresse dans le bélier. Vous voyez, il se redresse. On a le même I. Ici, tu es encore un peu couché, là, il se redresse. Donc, I, c'est la montée à travers l'océan du simple vase au bélier. Le germe qui était ici devient, fait vraiment des feuilles, par exemple. Une affirmation. Une affirmation du végétal, si on veut. Voilà. Et avec le E. Et donc le E, bon ben, S c'est la lettre. Quand on dit E à quelqu'un, en général, ça ne veut pas dire. Ça veut dire qu'on veut le réveiller, ça veut dire qu'on veut le secouer un peu, l'interpeller. On ne dit pas quand on est calme. Quand on est calme, on va dire ah, ou oh, éventuellement. Ou quand on ne sait pas. Mais c'est quand on. Voilà, il y a la notion de réveil encore dans le bélier. Au niveau phonème, comment on passe du bélier au taureau? Alors là, entre le bélier et le taureau, il y a très peu de. Il y a vraiment rien de commun, pour ainsi dire. On pourrait dire que ces deux signes-là sont opposés hein, dans leur nature, hein, puisque autant le taureau représente la stabilité, la pierre cubique, vous voyez, et donc l'aspect féminin, et que donc le bélier c'est l'aspect masculin, scabreux, en porte-à-faux, toujours en mouvement, enfin en mouvement agité, on va dire plutôt que en mouvement. Une espèce d'agitation brutale, alors que le taureau c'est une masse calmante. Donc il n'y a rien de commun. Hein, et comme on le voit dans l'organon, parce que l'organon c'est intéressant parce qu'on voit la proximité des signes, vous voyez. On est vraiment des signes assez opposés, hein, qui d'ailleurs forment une croix avec l'autre, avec la lettre N. Ah. Sauf que là, la lettre N est exprimée, cette position est exprimée par une lettre, alors que là, elle n'est pas exprimée par une lettre. Mais elle existe aussi, en fait. Donc c'est un premier couple. Bélier-taureau, c'est un premier couple, c'est le jeune couple, on va dire. Alors qu'à la fin, quand on a parcouru tout le zodiaque, qu'on arrive entre Balance et Scorpion, donc cette fois-ci, on a un signe de Vénus et de Mars aussi, mais accompli. Cette fois-ci, on a la lettre N, qui marque le nœud ou l'anneau du mariage, si on veut. Donc on met donc à l'annulaire, je me trompe de doigt, excusez-moi. Annulaire, anneau, la lettre N, le nœud du mariage, le lien, hein, un lien fort qu'il peut y avoir entre ces deux signes, qui là n'existe pas finalement. Et en même temps, c'est un lien d'opposition. Parce que N, c'est aussi la lettre du nom, de la nuance. La nuance, c'est qu'on n'accepte pas l'évidence. On nuance. On cherche la finesse. D'accord ? Ça, c'est la lettre N. Elle est particulière, la lettre N, parce que c'est à la fois la négation, mais c'est aussi pour un mieux. Enfin, je vais un peu trop vite. Si on reste sur le taureau, donc, parce que c'était la question, le taureau, il a des lettres évidentes. Il y a le M, la masse, me. Quand j'ai vu dans un film, une fois, il y avait une personne qui était vraiment embêtée, il fallait qu'elle réfléchisse. Ah, c'est pas possible. Et elle faisait ça. Et donc là, elle marquait la lettre M avec ses bras. Et en même temps, elle la prononçait. C'est cette notion, le M. C'est quelque chose qu'on a besoin de maintenir parce que il y a trop d'asymétrie là dans le bélier. Donc avec le taureau, il faut maintenir. Donc il y a le M qui est ici, puis l'aspect féminin qui maintient le côté masculin. Donc. Et il y a aussi la lettre O. Bon, c'est le fruit. Bon, après il y a l'histoire de Ève avec le fruit. Bon, la pomme si on veut, mais d'ailleurs dans pomme il y a O et M. Mais bon. Voilà. Après, on peut reconnaître la sonorité Om, chère aux Tibétains, enfin aux bouddhistes d'une manière générale. Om, qui exprime effectivement le recueillement.
le recueillement, l'assise, quoi. La présence. Une présence tranquille. On cherche à se calmer. Voilà. Ce qui est rigolo aussi, c'est qu'on a aussi le son que prononce aussi la vache. Voilà, c'est moo dans l'autre sens. Voilà. Bon, après, on a la lettre D, qui est une structure, qui structure le. Parce que D, quand on prononce D, déjà, c'est une occlusive centrale. C'est-à-dire qu'elle est donc, comme le T, elle est au centre de la bouche. Et le T et le D sont des occlusives centrales. Sauf que le T est sourd et le D est sonore. Il est plus généreux, le D. D. Et du coup, il apporte du corps un peu. Il apporte du corps. C'est pour ça qu'on la représente d'ailleurs en lettres latines assez généreuse, quoi. Vous voyez, il apporte du corps au taureau. D. Après, c'est dans le senti. Hein. Une D, c'est quelque chose de. Voilà. Il y a dur et doux, par exemple, commence par D. Quand on dit doux, c'est quand le D se noie dans l'eau, ou du coup il perd sa dureté. Et quand c'est dur, le OU se redresse avec le I, parce que le U c'est un OU redressé en I. Donc dur. Et bon. Après il y a d'autres mots pour D, notamment ça veut dire deux, la di, mais ça veut dire aussi séparer en deux. Alors, il y a beaucoup d'histoires avec le taureau qu'on doit sacrifier, qu'on doit couper en deux. L'équarrissage du taureau, vous savez. On coupe en deux, on sacrifie le taureau. La notion de défaire, parce que c'est une matière solide, c'est quelque chose qui est bien construit, mais qui à un moment donné va falloir sacrifier. Donc dans la notion de deuil, il y a aussi une notion de retournement. Détruire, c'est défaire quelque chose, quoi, aussi. On verra d'ailleurs c'est avec la Vierge. Mais bon, je vais un peu vite parce que tout est lié, donc ça ne va pas être facile de vraiment séparer tout. Et puis il y a aussi la lettre J, hein, qui d'ailleurs s'assemble avec le D. Si vous prenez cette lettre-là, donc la lettre J qui est ici, et qu'on lui rajoute la lettre D qui est là, et celle-là, on a le taureau complet. Donc ce sont des lettres complémentaires. Hein. D et J sont des lettres complémentaires dans le taureau. Or, ce qui est rigolo, c'est que la sonorité J, c'est une sonorité très simple à prononcer avec le D. Par exemple, si on fait de, c'est un peu plus dur. Z, ça marche aussi, mais J, c'est vraiment le plus coulant possible. J. D'accord C'est pour ça, par exemple, qu'on écrit John avec J-O-H-N, mais en fait, ça se prononce John. Par exemple, hein, un jean, voilà, un jean, le pantalon, etc. On ne dit pas un jean, on dit un jean parce qu'on veut donner du dynamisme au J. Il faut donner du dynamisme à l'interne, donc à la friction interne du J. Pour lui donner de la structure, on rajoute le D devant. Ça le garde, ça le maintient. J. Voilà. Il y a aussi le mot dressé dans la lettre D, quelque chose qui se maintient. D, vous voyez, dressé, la structure dressée, vous voyez, carré, dressé, avec les cornes bien au-dessus. D. Voilà. Donc, évidemment, la lettre M avec la balance. Aucune lettre en commun avec le Gémeaux, le signe qui suit? Et non, aucune lettre en commune. Donc là, on est au printemps, le dernier signe du printemps, le Gémeaux. Alors, le Gémeaux, on est au maximum. Donc, c'est le R de Ra, le soleil, qui domine le Gémeaux. R, il y a un R dans un sens. Il vient se coupler avec un autre. Donc les Gémeaux, c'est aussi la rotation, c'est le mouvement sur soi-même, et l'un se retourne sur l'autre. C'est la lutte entre les deux frères, parce que c'est aussi des frères bagarreurs, les Gémeaux. Donc la colère, le regret, quand on grogne. Alors ce qui est rigolo, c'est que dans le son R, il y a les deux aspects. Il y a l'aspect colère, de grogner, mais il y a aussi l'aspect contentement, de ronronner. Le moteur. Il y a une notion de motorisation. Et qu'est-ce que c'est qu'un moteur? C'est des forces qui s'opposent. Donc là, en attendant, ce sont les deux forces Q, une en haut et une en bas. Q, vous voyez, Q, on caffe la main. Donc si vous voulez, je vais vous la faire. Vous avez une main Q, qui est forte, une autre main en bas Q. Voilà. Et deux mains dans la main, c'est les Gémeaux.
d'accord? Deux forces que. Et quand on sert bien deux mains ensemble, on les claque, on les redit par exemple, il y a une notion de former quelque chose entre les deux mains de très fort. Et cette concrétion, c'est le R, la résistance interne entre les deux bagarreurs. Hein? Comme quand on dit bonjour et qu'on serre la main. Une poignée Tout de main. simplement, voilà, donc je suis frère, tu es frère, voilà. Et donc, finalement, c'est la notion de moteur. Parce que quand on serre la main à quelqu'un, c'est pour faire quelque chose avec lui aussi. C'est pour, bon, bah, on va faire quelque chose ensemble. C'est la moteur. Voilà, on n'est pas dans l'affectif pur, on est dans, bon, ok, bonjour. Au début d'une relation. Une relation pour faire quelque chose. Voilà. Parce que donc, donc, on est dans le signe de Mercure. Et Mercure, c'est quand même celui qui fait, qui établit des relations entre le haut et le bas, c'est la mobilité. Donc on est dans un dynamisme d'action. D'accord. Voilà. Ok. Donc là, on voit qu'entre le simple germe iode du Verseau, qui était encore timide, moi là, cette fois-ci, on est carrément dans une action assez ample, assez grande. C'est les Gémeaux, ils sont doubles. D'ailleurs, c'est intéressant parce que l'origine de Sumer des signes du zodiaque, le Verseau c'était le géant à la base, et les Gémeaux c'est les deux géants. Donc c'est intéressant parce que là on voit bien qu'il n'y en a qu'un géant, hein. Il n'y a que le cœur en haut, et là il y en a deux, il y a celui d'en haut et celui d'en bas. Ça c'est. On trouve quelque chose qui est finalement très vieux dans l'origine du zodiaque, ce qui se retrouve dans le signe là. Parce qu'on ne peut pas s'empêcher, quand on voit ces deux-là, de les associer. On voit bien dans l'organon qu'il y a des signes qui sont reliés à deux lettres et d'autres qui sont liés à beaucoup plus de lettres. Par exemple, le Gémeaux, le K, le R seulement, et le Taureau qui est relié à 4 lettres. 4 lettres, voilà. Est-ce qu'on peut associer quelque chose à la complexité du signe ou aux phonèmes qui sont complémentaires ou qui sont nécessaires l'un à l'autre? Alors déjà, il y a une chose qui est assez remarquable, c'est que les signes qui s'associent à deux lettres, donc il y a lesquels? Il y a le Gémeaux, effectivement, KR, CRE, CRE, crac, d'accord? On a vu le Poisson tout à l'heure, sous, ous, sous, ou sous, d'accord? Bon, on verra plus tard le Sagittaire, où c'est bzz, d'accord? Donc ça, c'est ces trois signes-là, qui sont donc ici, voilà, donc qui sont là, sont des signes mutables. Donc ils sont marqués par le binaire. Hein, donc, sachant que le binaire, ça veut dire aussi un conflit entre deux choses. Donc un appel d'autre chose. Donc une notion de mutable qui apparaît. Hein, il manque une force pour stabiliser l'ensemble. Donc c'est un mouvement. D'accord? Les Poissons, évidemment, c'est un mouvement dans l'eau. Les Gémeaux, c'est un mouvement dans l'air, c'est un signe d'air. D'accord? Et le Sagittaire, c'est un mouvement dans le ciel, c'est dans le feu. Un mouvement électrique, on avait vu ça. Après, le dernier signe mutable, c'est la Vierge, qui est donc en parfait équilibre entre les fonds marins et le ciel. Cette Vierge-là, effectivement, elle a le seul Z, mais en plus, elle rajoute deux autres phonèmes. Donc c'est le seul signe mutable qui a 4 lettres. Bon. Après, elle a une place particulière. Elle stabilise un peu l'ensemble de ce qui est mutable, la Vierge, tout en restant dans le mouvement. C'est sa place particulière. Voilà, le point d'origine, lui, le Capricorne, n'a qu'une lettre, qu'un phonème, c'est l'unité en fait de départ, qui représente une certaine logique en fait. Il faut savoir que Aleph, la lettre Aleph chez les Hébreux, ça veut dire d'avant le commencement. En gros, ça veut dire c'est pas encore commencé. C'est la lettre d'avant le commencement. Elle est en dehors des autres. Ce qui est absolument évident, puisque quand on prend la lettre A, correspond donc au Capricorne, on voit bien qu'il n'y a pas eu de commencement encore, puisqu'il n'y a aucun croisement à l'intérieur. On n'est pas encore démarré dans l'aventure. C'est juste
la page blanche. Aleph. Après, après il y a la plupart ont 4 connexions, hein, ont 4 lettres. Bon, on a vu la Vierge, le Taureau a 4 connexions, le Scorpion en a 4 aussi. Le Bélier en a particulièrement beaucoup. Le Bélier est vraiment à part. Le Bélier, c'est le plus riche des signes. C'est celui qui est le plus chargé de vie, en fait. Aussi. C'est vraiment le signe de la vitalité, le Bélier. Alors, c'est une vitalité un peu scabreuse. Hein, on l'a vu, c'est un porte-à-faux. C'est un mouvement imparfait. Mais dans cette imperfection-là, comme dans la vie, finalement, il va de l'avant et donc il a plein d'armes, il a plein de lettres. Il y en a 6, quoi. Il y en a le maximum, en fait. Donc ça, ça le caractérise. Voilà. Le soleil. Alors le soleil, il est comme les signes mutables. Il a aussi que 2 phonèmes. Mais par contre, la différence, c'est qu'ils sont multipliés. Chacun est reproduit 3 fois. Donc il intègre la notion du triple carrément dans sa structure interne. Donc il n'a pas besoin, en fin de compte, d'être rééquilibré. Contrairement aux signes mutables. Okay. Bon bah très bien, c'est une bonne première vision et une liaison entre les phonèmes et les zodiaques. On verra du coup l'été et l'automne tout à l'heure. D'accord.